Nous passons maintenant à la séance publique du Conseil municipal du lundi 7 octobre 2024. Ce soir, notre séance sera particulièrement chargée avec l'adoption du programme quinquennal d'immobilisation, le PQI 2025-2029. J'aurai l'occasion de vous en présenter les grandes lignes lors de la séance extraordinaire qui suivra à 20 h et qui sera également télédiffusée. Je peux déjà vous annoncer que ce nouveau plan met l'accent sur l'entretien et le renouvellement de nos infrastructures. Il s'agit d'un programme pragmatique, axé sur les priorités essentielles, avec une attention particulière aux investissements nécessaires pour maintenir nos réseaux en bon état. Le premier sujet d'actualité que j'aborderai ce soir s'inscrit directement dans cette vision du PQI 2025-2029 qui vise à assurer la pérennité de nos infrastructures existantes. En novembre, nous procéderons à des travaux d'inspection de la structure de certaines conduites collectrices situées sous la rivière Yamaska, conçues pour recueillir et acheminer les eaux usées vers les stations de pompage et l'usine d'épuration. Ces interventions permettront d'évaluer l'état de ces conduites et de connaître leur espérance de vie utile, afin de réduire les risques de bris et de rejet à l'environnement. Les travaux d'inspection s'échelonneront sur 6 nuits, de 19 h à 6 h le lendemain matin, durant les premières fins de semaine de novembre. Pendant ces 6 nuits, une certaine quantité d'eau usée sera temporairement déversée dans la rivière Yamaska sans être traitée. Nous sollicitons donc la collaboration de toute la population pour réduire votre consommation d'eau durant ces périodes afin de minimiser les rejets dans l'environnement. Des mesures seront prises par la Ville pour diminuer les impacts de ces déversements temporaires dans la rivière. Un rideau de turbidité, c'est-à-dire une barrière à sédiments flottante, sera notamment installé d'une rive à l'autre de la rivière Yamaska. Un mandat sera également octroyé pour effectuer un suivi environnemental sur la qualité de l'eau après les travaux. Dès le début du mois de novembre, notre équipe de la Direction des communications et de la participation citoyenne effectuera plusieurs rappels dans les jours précédant les travaux pour inviter la population à économiser l'eau. Dans la mesure du possible, éviter l'utilisation de la laveuse, du lave-vaisselle et écourter la durée des douches ou diminuer le niveau d'eau dans la baignoire. Ce sont des petits gestes qui peuvent avoir un grand impact. Merci d'avance de votre collaboration. Je vous informe également que la bretelle d'accès sous le pont Barcelou sera définitivement fermée à la fin octobre pour permettre la réalisation des travaux d'inspection ainsi que ceux à venir dans ce secteur. En effet, notre équipe du service du génie finalise actuellement les derniers détails de travaux qui débuteront prochainement à l'intersection de l'avenue Bourdage-Nord et de la rue des Cascades, dans le but d'améliorer la sécurité des usagers les plus vulnérables. De plus, les chantiers de Corève et de Biophilia devraient tous deux reprendre dans les prochains mois. Je vous rappelle que ces deux projets permettront la construction de plus de 300 nouveaux logements au centre-ville, dont plusieurs sont abordables, ce qui constitue une excellente nouvelle dans le contexte actuel de pénurie de logements. La fermeture de la bretelle est donc inévitable pour permettre la réalisation de ces travaux. Je suis toutefois conscient que la fermeture de cette bretelle d'accès pourrait affecter vos déplacements quotidiens. Il sera tout de même possible de rejoindre le centre-ville via la rue Bourdage-Nord en tournant à gauche au feu de circulation sur la rue des Cascades. Je poursuis sur le thème des finances. Nous avons récemment reçu la mise à jour du rôle d'évaluation foncière pour la période 2025, 2026 et 2027. Pour ceux qui sont moins familiers avec ce processus, le rôle d'évaluation foncière est déposé tous les 3 ans par un évaluateur agréé indépendant, conformément à la loi sur la fiscalité municipale. Le rôle inventorie toutes les propriétés situées à Saint-Hyacinthe. Il identifie chacun des immeubles et leurs propriétaires et en décrit l'utilisation, les caractéristiques, de même que la valeur. C'est à partir de cette valeur que sont déterminées les taxes municipales et scolaires afin de répartir équitablement la charge fiscale
entre les propriétaires fonciers. Cependant, c'est le taux de taxation déterminé par l'adoption du budget par le conseil municipal qui établit la variation du prochain compte de taxes. La mise à jour du rôle d'évaluation pour Saint-Hyacinthe indique que le parc immobilier mascoutin atteint désormais 11,5 milliards de dollars, ce qui représente une progression record de 39,6 % sur la valeur de l'ensemble des immeubles imposables. Par conséquent, la valeur de la maison moyenne à Saint-Hyacinthe est passée de 294 532 $ en 2024 à 442 737 en 2025. Cette progression est d'ailleurs observée partout au Québec. Je tiens tout de même à rassurer la population que leur compte de taxes ne connaîtra pas la même variation. Bien que la valeur de la propriété soit l'élément clé dans le calcul des taxes municipales, le compte de taxes est déterminé par la multiplication de la valeur foncière par un taux d'imposition. Ce taux sera fixé par le conseil municipal lors de l'adoption du budget du 16 décembre prochain. Tous les membres du conseil municipal s'accordent à établir un taux de taxe qui restera raisonnable pour les contribuables. Notre souhait est que Saint-Hyacinthe demeure une ville attractive pour les nouveaux acheteurs et que les citoyens actuels aient envie d'y rester pour de nombreuses années. À partir de demain en après-midi, il sera possible de consulter les évaluations foncières sur le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. L'information sera également disponible sur le prochain compte de taxes municipales qui sera émis en janvier prochain. Les propriétaires peuvent déposer une demande de révision de leur évaluation foncière avant le 1er mai 2025. Maintenant, je suis heureux de vous annoncer l'achat du terrain de l'Église et du presbytère de Saint-Joseph, destiné à la reconstruction de l'École des Passereaux. Cette acquisition marque une étape importante dans les efforts de la Ville pour offrir un environnement scolaire de qualité aux jeunes mascoutins. Le terrain a été acquis par la Ville pour 800 000 $, un montant qui reflète la valeur du bâtiment et du terrain après déduction des coûts de démolition et de décontamination évalués à 2,1 millions de $. Cette somme permettra à la fabrique de continuer à remplir sa mission auprès des paroissiens. Aussi, les deux organismes actuellement présents dans l'immeuble, en plus de la fabrique de la paroisse Saint-Joseph, continueront d'occuper les lieux jusqu'au 19 janvier prochain. La Ville prendra officiellement possession du site dès le 20 janvier 2025. Une fois les travaux de démolition et de décontamination réalisés, le terrain sera cédé gratuitement au Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe, tel que prévu à la loi sur l'instruction publique. Ce dernier assumera la reconstruction de l'école, désormais prévue pour y accueillir un plus grand nombre de classes. En offrant aux élèves des infrastructures modernes, nous investissons non seulement dans leur avenir, mais aussi dans leur développement personnel et social. En tant que maire, je me réjouis de cette nouvelle qui aura des bienfaits sur toute notre communauté. Je tiens également à souligner la précieuse collaboration de la fabrique de la paroisse de Saint-Joseph, qui partage la vision de la Ville sur l'avenir et l'éducation des jeunes. Je continue avec les bonnes nouvelles. Je suis ravi de vous annoncer que la Ville de Saint-Hyacinthe a remporté le trophée Otium lors de la cérémonie des prix Excellence 2024 de l'Association québécoise du loisir municipal en reconnaissance de la construction de notre nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain. Le prix est d'ailleurs sur mon bureau juste ici à l'avant. Cette distinction remise à une municipalité de 25 000 à 74 999 habitants met en lumière cet espace devenu un lieu incontournable, accueillant autant les citoyens que les établissements scolaires, les gens d'affaires, les organismes et les groupes communautaires. Je tiens à saluer le travail exceptionnel de tous les membres de notre organisation municipale qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet d'envergure. Un grand merci également à l'ensemble du personnel de Bibliothèque Saint-Hyacinthe pour leur dévouement à rendre ce lieu vivant.
J'en profite pour souligner que la bibliothèque Théa Saint-Germain a célébré son premier anniversaire d'ouverture la semaine dernière. Voici quelques statistiques intéressantes dont je suis très fier de partager. En un an, nous sommes passés de 20 834 à 26 757 abonnés. Une preuve que notre bibliothèque attire toujours plus de nouveaux visages et fidélise les habitués. Le nombre de visites mensuelles a explosé, passant de 8 100 à 16 770 visites. De 38 activités par mois en 2023, nous sommes maintenant à 70. La participation a également bondi, passant de 513 à 1 336 participants. Les emprunts de livres ou autres ont aussi grimpé de 38 atteignant 30 900 prêts mensuels. Ces chiffres sont particulièrement révélateurs du rôle essentiel que joue notre bibliothèque dans la vie de la communauté. Toujours en lien avec la bibliothèque, la semaine dernière, nous avons inauguré 2 magnifiques tableaux en hommage à ses fondateurs. Théophile Alexis Saint-Germain, étant un grand bienfaiteur de notre communauté, il a permis la création de la bibliothèque grâce à ses dons généreux et à son engagement pour la culture. Son geste reste gravé dans notre institution. Jean Loca a été le premier président de la Société des Amis de la Bibliothèque. Il a joué un rôle essentiel dans le développement et l'expansion de la bibliothèque dès ses débuts en 1950. Ces œuvres honorent leur mémoire et leur contribution précieuse à l'éducation et la culture de notre ville. Venez découvrir ces magnifiques œuvres lors de votre prochaine visite. Je poursuis avec les loisirs. Je vous rappelle que du 11 au 13 octobre prochain aura lieu La Bulle, un spectacle intergénérationnel à voir à la tombée du jour au Parc Les Salines. Présenté en partenariat avec l'Eau Vive et le complexe Le Saphir, La Bulle met en scène un décor et un personnage, Pierrot, l'emblématique solitaire et rêveur qui se trouve ici en confinement dans sa bulle. Par le mime, la danse, le regard, le texte, le dessin même, il tente de connecter avec son auditoire. Le spectacle débutera à 19h. La population est invitée à se rendre sur place dès 18h pour participer à des activités de médiation culturelle animées par Expression, Centre d'exposition de Saint-Hyacinthe, ainsi que par la compagnie Corpus, créatrice du spectacle. C'est un événement familial offrant une expérience mémorable pour les petits et grands. Café et chocolat chaud en vente sur place. Pour plus d'informations sur l'événement, visitez la page Internet du Parc Les Salines. Du côté de l'environnement, une quarantaine d'élus et d'employés municipaux ont participé le 27 septembre dernier à la 7e édition de la Journée de la rivière, désormais appelée l'Écofête. Au total, 30 arbres et 200 arbustes ont été plantés dans le parc Paul-Morissette, dans le secteur Yamaska. Depuis la première édition, ce sont plus de 6 700 végétaux qui ont contribué à enrichir les bandes riveraines de Saint-Hyacinthe. Ce projet permet aussi d'augmenter l'indice de canopée du territoire et de favoriser l'apparition d'habitats fauniques pour les oiseaux et les petits mammifères. Les bienfaits d'une bande végétalisée sont nombreux. Stabiliser la rive, procurer de l'ombre sur les cours d'eau et sur les poissons, augmenter la biodiversité, bloquer les contaminants comme le phosphore et les fertilisants. J'invite les citoyens qui ont une bande riveraine à adopter ces bonnes pratiques et de ne pas tondre la pelouse sur au moins 5 mètres du replat et de planter des végétaux. Voici maintenant quelques rappels. La collecte de gros rebuts a lieu cette semaine, le même jour que celle des matières résiduelles. Ils doivent être placés de façon ordonnée et bien empilés en bordure de la rue. Visitez le site de la riam.québec pour connaître la liste des matières autorisées ou non. Jusqu'au 12 octobre prochain, c'est la semaine de prévention des incendies. Cette année, le thème nous rappelle que le premier responsable, c'est nous. C'est un thème évocateur et malheureusement bien réel. Près de 49 des incendies qui se produisent dans les maisons
sont liés à une distraction ou à une erreur humaine. Soyez vigilants lorsque vous cuisinez, fumez ou que vous utilisez un appareil de chauffage au bois et disposez des cendres. D'ailleurs, nos équipes du service de sécurité incendie ont eu l'occasion de sensibiliser près de 3000 personnes samedi dernier lors des emblématiques portes ouvertes. Cette année, l'événement a eu lieu en simultané à la caserne du centre-ville et à celle de Saint-Thomas-d'Aquin. Kiosque de prévention, exposition de camions incendies, démonstration des équipements, l'événement a encore une fois été un grand succès. Félicitations à toutes les personnes impliquées pour l'organisation. Je termine en soulignant la Journée mondiale d'éveil au TDL, c'est-à-dire le trouble de développement du langage, qui aura lieu le 18 octobre prochain. Le TDL est un handicap invisible qui persiste tout au long de la vie. Il entraîne des importantes difficultés pour parler, comprendre, lire et écrire. Selon les estimations, 7 des Québécois, soit environ 630 000 personnes, ont un trouble de développement du langage. Vous pouvez montrer votre soutien à la cause en portant un vêtement mauve ou jaune ou faire un don à radld.org.